C'est l'heure du grand dossier. Soyez bien évidemment les bienvenus sur LCI avec aujourd'hui cet enjeu Trump. Une civilisation va mourir ce soir. Oui, une civilisation entière va disparaître ce soir pour ne plus jamais réapparaître. Ce sont les mots incroyablement forts de Donald Trump. Un enfer promis en cas d'échec d'ultimatum qui semble déjà s'ouvrir. Ou au bas mot, un aperçu nous est donné. La destruction a commencé. Les forces américaines visent des installations défensives sur l'île de Karg. Vous voyez aussi images de frappes aériennes sur une ligne de chemin de fer à Karaj. Frappe sur un pont sur l'autoroute de Tabriz ainsi que sur plusieurs autres ponts civils. Frappe sur l'aéroport de Téhéran. Trump peut-il aller encore plus loin? Cette nuit sera-t-elle celle où tout va basculer? Et comment compte-t-il détruire l'Iran en 4 heures? Comme le promet la Maison-Blanche, le plan pour tout détruire est prêt, selon Axios. Nous vous dirons quel est ce plan. Et puis vous le verrez, l'Iran appelle à former des chaînes humaines pour protéger les infrastructures. Et répond, menace. Regardez ces chaînes humaines. Les premières images nous parviennent en ce moment même. Elles sont impressionnantes. Et puis, l'Iran menace au-delà de la région. Et la crainte de l'escalade nucléaire, c'est la musique qui a fait son chemin au point de pousser la Maison-Blanche à démentir. Alors faut-il dédramatiser? Nous sommes proches du point où la situation dans la région pourrait échapper à tout contrôle. C'est signé du porte-parole du ministère des Affaires étrangères au Qatar. Que va décider Donald Trump, dont Axios dit qu'il est, je cite, le président est le plus assoiffé de sang comme un chien enragé que ses conseillers n'arrivent pas à contrôler. Pour tout comprendre et pour tout vous faire vivre, regardez nos équipes encore une fois mobilisées sur le terrain. Nous serons bien sûr en direct des États-Unis, de l'Iran, d'Israël. Mais donc d'abord, Trump, une civilisation va mourir ce soir. Écoutez, regardez. Le pays entier pourrait être pris en une nuit, et cette nuit pourrait être la nuit prochaine. La rhétorique grossière, l'arrogance et les menaces sans fondement du président américain délirant qui découlent de l'impasse dans laquelle il se trouve et visent à justifier les défaites répétées de l'armée américaine n'auront aucun effet sur la poursuite des opérations offensives et écrasantes menées par les combattants de l'islam contre les ennemis américains et israéliens. Et pour tout décrypter, je suis ravie d'accueillir sur ce plateau Hélène Kuntz. Bonjour et merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes spécialiste des États-Unis, vous êtes professeur à l'INSEC. Bonjour à vous, Édouard Kuckerman. Merci également d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes ancien officier négociateur, ex-porte-parole de l'armée israélienne. Merci également au colonel Pierre de Jong d'être avec nous. Bonjour à vous. Vous êtes consultant défense géopolitique LCI et bienvenue à vous, Claire Cambier. Merci également d'être avec nous. Vous êtes journaliste international LCI. Dans quelques instants, nous serons également rejoints sur ce plateau par Jean-Louis Bourlange. Mais d'abord, cette information principale de l'après-midi, les Français, Cécile Kohler et Jacques Paris, retenus depuis près de 4 ans en Iran, sont libres, en chemin même vers le territoire français. C'est ce qu'a confirmé le président Emmanuel Macron. Ils avaient été condamnés, je le rappelle, en octobre dernier, respectivement à 20 et 17 ans de prison pour espionnage au profit notamment d'Israël, libérés début novembre, mais ils avaient l'interdiction de quitter jusqu'à maintenant le territoire iranien. Je me tourne vers vous tout d'abord, Édouard Kuckerman. Vous êtes ancien officier de négociateur, vous êtes spécialiste des situations de crise. Selon vous, quel est le message envoyé par l'Iran dans la séquence? On est en plein cœur de l'ultime ultimatum potentiellement. Est-ce à dire, regardez, nous sommes capables de faire des gestes, mais pas avec ceux qui nous frappent? Et comment tout ça a pu se passer selon vous? D'abord, je suis ravi pour les 2 otages. Ils n'ont jamais coopéré avec le Mossad et aucune autorité israélienne. Mais d'un autre côté, quand on réfléchit pourquoi ils ont été libérés aujourd'hui. Hier, je dois dire, j'étais très surpris parce qu'il y avait une décision des Nations Unies qui a été portée par les pays du Moyen-Orient, les Émirats, l'Arabie Saoudite, pour prendre une initiative au sein des Nations Unies pour libérer le détroit d'Ormuz. Et j'étais très surpris de voir que la France a voté contre cette décision aux Nations Unies. Ils ont voté avec les Iraniens, avec les Russes, avec les Chinois, avec la Corée du Nord. Pour moi, c'était une grande surprise, j'avais du mal à expliquer. Aujourd'hui, j'ai l'explication de ce qui s'est passé. Alors, le Quai d'Orsay est très content de cette décision de libérer les otages, mais pour moi, il y a une corrélation très claire entre la libération des otages et le fait que le Quai d'Orsay supporte aujourd'hui le régime iranien dans des décisions stratégiques. Donc il y a un choix qui est fait. Pour moi, le rôle de la France devrait être au-delà de supporter le régime iranien. Je pense qu'il y a la France, c'est le pays des droits de l'homme. C'est un pays qui devrait supporter la population iranienne qui veut se débarrasser de ce régime des mollahs. Et aujourd'hui, la position formelle de la France est en ligne avec ce que demande le régime iranien. Pour vous, la France, vous accusez la France d'avoir abandonné l'Iran et de soutenir le régime iranien?
Oui, il y a toujours... Mais c'est une accusation qui est très très lourde de sens. Accuser la France, le gouvernement français, de soutenir le régime iranien dans la séquence, ce n'est pas rien. Oui, je sais. Et vous voyez, pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y avait Churchill qui avait dit, il parlait de la léthargie des démocraties. Il y a certaines démocraties qui se battent pour les valeurs de la démocratie. Il y en a d'autres qui se taisent. Aujourd'hui, je suis déçu parce que je suis moi-même français, je suis pas seulement israélien, de voir que la France n'agit pas contre le régime des mollahs et ne fait que critiquer l'action américaine et l'action israélienne. Il n'y a rien dans les actions initiées par la France, quelque chose qui va supporter. Et je voudrais vous rappeler que la France avait reproché aux États-Unis de ne pas avoir pris une initiative dans le contexte d'une résolution des Nations Unies. Pour la première fois, il y a une résolution qui est prise par les Nations Unies des pays du Moyen-Orient, et la France rejette cette résolution. Il faut se rappeler également que ce genre de résolution, c'était quelque chose qui aurait dû être supporté par la France pour se débarrasser de ce problème du détroit d'Ormuz. Alors, je vais prendre une réaction pour répondre à ces propos lourds de sens quand même de M. Kuckerman en plateau. Allez-y, Claire Cambier. Oui, enfin, je trouve que la position est quand même assez extrême. Les négociations entre la France et l'Iran, elles courent depuis des années. Vous le disiez, ces deux otages, ils ont été emprisonnés plus de 1200 jours. Oui. Ils étaient donc déjà libérés de prison à l'ambassade de Téhéran depuis maintenant le mois de novembre. Les négociations, elles étaient déjà en cours et normalement, le Quai d'Orsay avait indiqué que dès le début de l'année, ils auraient dû être libérés. Ce qui bloquait aussi, c'est le déclenchement de la guerre et leur sortie en toute sécurité. Du côté des Iraniens, ce qu'on avance, donc déjà il faut le souligner aussi qu'il y a eu un appel entre Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères, et son homologue iranien dimanche, il y a donc 2 jours. Du côté de la presse iranienne, on annonce plutôt un échange avec Esfandiari, une iranienne qui avait été condamnée en France il y a quelques mois et qui aurait pu servir. Voilà, c'est pas une version officielle, mais en tout cas, c'est ce qui est annoncé par les Iraniens. Nous reviendrons bien sûr sur cette actualité sur LCI. Vous vous en doutez bien évidemment. Et il faut qu'on avance aussi sur ce qui s'annonce déjà dans le ciel iranien et pour les prochaines heures. Toute une civilisation mourra ce soir. C'est la prophétie, la promesse de Trump. Elle est terrible, elle est puissante. Dans 9 heures maintenant, c'est la fin de son ultimatum. Mais l'enfer, en réalité, je vous le disais en introduction, semble déjà se déchaîner. Déjà, la guerre semble prendre un nouveau tour. Israël a lancé des frappes sur les infrastructures ferroviaires et les ponts à travers l'Iran, potentiellement 8 ponts. On verra ça ensemble plus tard, colonel Père de Jong. Pendant ce temps, les forces américaines visent aussi des installations défensives, notamment sur la célèbre désormais île de Karg. Siavash Ghazi, correspondant RFI France 24 depuis Téhéran, nous confirme ces frappes aériennes à travers le pays. Il y a donc la confirmation des attaques autour de la ville de Karaj sur des ponts routiers, mais aussi des ponts ferroviaires, donc autour de la ville, des villes de Zanjan, Razvin et Tabriz. Ce sont des villes situées dans la partie nord de l'Iran. Et donc, il semble bien que ce soit l'armée israélienne qui mène ces frappes dans ces régions-là, qui sont plus proches d'Israël, et que c'est une manière pour Israël de forcer un peu la main de Donald Trump, qui a donné donc un ultimatum jusqu'à minuit pour que l'Iran accepte les négociations. Et on a le sentiment que les Israéliens veulent vraiment porter la main, et donc c'est pour ça qu'il y a ces nouvelles frappes cet après-midi, et puis ce matin encore contre plusieurs quartiers résidentiels de Téhéran. Quand j'étais moi-même à l'université Sharif, dans le centre de la capitale iranienne, j'ai vu 4 missiles passer au-dessus de ma tête pour aller frapper donc des quartiers résidentiels et des quartiers commerciaux. Heureusement, un de ces missiles n'a pas explosé dans le quartier de Moulavi. Merci beaucoup Siavash Ghazi depuis Téhéran, correspondant RFI et France 24. Et on a vu derrière Siavash, on y reviendra, des images de population, de personnes qui commencent à se mobiliser en Iran à l'appel du régime pour essayer de faire face aux prochaines heures et d'envoyer un message à l'Amérique. Le message de l'Amérique de son côté. Regardons les mots de Donald Trump. Une civilisation entière va mourir ce soir, a asséné le président américain. Je ne veux pas que cela se produise, mais ce sera probablement le cas. C'est un moyen de pression et ça s'arrête là, ou c'est la promesse que ça va arriver? Je suis inquiète que Donald Trump lui-même ne sait pas, parce que ses dires sont confus, chaotiques et contradictoires en permanence. Et visiblement, ce n'est pas qu'en Iran
qu'il y a un découplement entre la population et l'administration en place, voire peut-être même le régime en place. On a le même problème aux États-Unis. Et ça s'est manifesté il y a 15 jours, c'était le samedi 28 mars, où il y avait une manifestation qui s'appelle No Kings, pas de roi, qui a mobilisé 8 millions d'Américains. Alors, c'est pas comme des manifestations autrefois. Il y avait des manifestations contre Obamacare. Il y avait des manifestations qui s'appelaient le Tea Party. Mais là, c'est vraiment contre l'autocratie de Donald Trump qui se met en place. Donc, on peut imaginer que c'est dévastateur pour les États-Unis qui perdent tout le terrain moral à cause de Donald Trump. Je me tourne à nouveau vers le négociateur et l'ex-porte-parole aussi de Tsahal que vous êtes. Monsieur Kukierman, comment vous voyez ce message de Trump ? C'est encore une fois un élément dans la balance de la négociation qui est à son acmé, donc on envoie toutes les forces autour de la table et toute la puissance possible, ou c'est effectivement la promesse d'un déluge de feu, quoi qu'il en soit dans les prochaines heures ? Alors, moi, je me sens pas à l'aise avec ces propos de Trump dans ses déclarations. Par contre, pourquoi vous ne vous sentez pas à l'aise avec ça ? Parce qu'il ne cible pas, il ne parle pas du régime des Mollahs. Il parle des Iraniens ou également de ce pays. Et je pense que ce qu'il a en tête et ce que les militaires ont en tête, c'est de cibler le régime. Et c'est là où il y a une confusion qui se crée. Là, quand même, où je ferai une différence entre l'élection de Trump, il a été élu démocratiquement par la majorité des Américains, alors qu'on sait qu'en Iran, il y a 85% de la population qui rejette ce régime. Donc, aujourd'hui, l'objectif, je pense, de l'armée israélienne et de l'armée américaine, c'est de détruire des infrastructures qui ont un dual use, qui ont une double utilisation, à la fois militaire et civile. Donc, il n'y a pas un objectif de cibler, comme le font les Iraniens quand ils tirent sur la population israélienne avec des missiles qui ciblent des villes et non pas des infrastructures. On a quand même comme objectif, grâce également à l'armée de l'air israélienne et américaine, de cibler des infrastructures qui ont un impact dans cette économie de guerre que finance l'Iran depuis des décennies. Jusqu'où peut aller Donald Trump ? C'est au cœur des enjeux des prochaines heures. Selon Axios, le média américain Axios, très renseigné, Donald Trump serait le plus belliciste de l'équipe à la Maison-Blanche. Et d'évoquer même, je cite donc, un président qui est le plus assoiffé de sang, comme un chien enragé que ses conseillers n'arrivent pas à contrôler. Pour en parler de la salle de presse de la Maison-Blanche où vous vous trouvez une nouvelle fois, Sonia Dridi, merci beaucoup d'être avec nous, journaliste accréditée pour TF1 LCI à la Maison-Blanche. Sonia Dridi, les mots de Trump sont si forts. La civilisation entière va mourir ce soir. En fait, Trump serait plus va-t-en-guerre qu'on ne pouvait l'imaginer. Il est celui qui a vraiment envie d'y aller et qui va y aller, même selon vous, détruire l'Iran dans les prochaines heures ? Alors oui. Déjà depuis plusieurs semaines, on le dit à Washington que c'est l'un des plus faucons sur l'Iran de cette administration. Et donc cet article d'Axios, en effet, a confirmé ce que beaucoup disaient déjà, c'est-à-dire que ce responsable américain a assuré que c'était le plus sanguinaire. Il l'a comparé à un chien enragé. Et Donald Trump, selon le Wall Street Journal, eh bien depuis hier, en tout cas en privé, se montre à moins d'espoir de pouvoir arriver à un accord, même si on le sent, il aimerait bien essayer d'obtenir ce qu'il souhaite des Iraniens. Il a dit hier dans cette salle de presse, il a déclaré qu'il voulait un accord acceptable pour lui. Et dans cette salle de presse, sur les sièges que vous pouvez voir à droite du pupitre, il y avait notamment Steve Witkoff, qui est l'une des personnes qui négocie sur l'Iran. Et Donald Trump l'a regardé lorsqu'il a dit que les négociations se déroulaient bien. On a aussi appris par Politico que Steve Witkoff, mais aussi son vice-président J.D. Vance et Jared Kushner, son gendre, le pousse à essayer de trouver un accord maintenant. Il pense que c'est le meilleur moment. Et il y a quelques instants, un responsable américain a déclaré à Fox News que les négociations se passaient bien et qu'ils espéraient pouvoir trouver un accord d'ici ce soir. Mais encore un nouveau rebondissement. On vient d'apprendre via le Wall Street Journal que les Iraniens, eux, avaient coupé tout contact direct avec les Américains après les déclarations justement très dures, apocalyptiques de Donald Trump, qui a déclaré qu'une civilisation entière allait mourir ce soir. Il a précisé « Je ne l'espère pas, mais c'est probable ». Merci infiniment. Sonia Dridi, correspondante TF1 LCI aux États-Unis. Et bien sûr, on se retrouve un tout petit peu plus tard. Effectivement, du côté des Iraniens, on dit fin de la partie des négociations en tout cas. Mais du côté de J.D. Vance, qui s'est exprimé il y a très peu de temps maintenant, aujourd'hui, il y a encore beaucoup de négociations qui vont arriver dans les prochaines heures. On l'écoute, c'est court, on se retrouve juste après.
Le président Trump a posé un ultimatum. On verra ce qu'il va se passer. Il y aura beaucoup de négociations d'ici là. Et on verra bien ce qu'il se passe. Monsieur le négociateur, vous êtes sous le feu des questions, c'est bien normal, mais les négociateurs eux-mêmes sont pessimistes, on l'a lu ces dernières heures. Et vous, négociateur que vous êtes, vous y croyez un instant à la voie diplomatique dans la dernière ligne droite ? J'y crois pas, parce que les Américains ont posé 15 conditions, aucune des conditions n'est acceptée par ce régime iranien, et les 10 conditions imposées par les Iraniens ne sont pas acceptables. C'est d'ailleurs l'une des conditions, c'est de contrôler pour les Iraniens le détroit d'Ormuz, c'est inacceptable pour les pays du Moyen-Orient, d'où l'importance de cette résolution des Nations Unies initiée par les pays du Moyen-Orient. Oui, allez-y. Oui, je pense qu'il y a tout de même des choses qui peuvent retenir Donald Trump. Il est tout de même, on est en plein mi-mandat qui arrive dans 5 mois. Il y a des primaires qui se jouent. Il risque à perdre le Congrès, pour ne pas dire la Chambre, mais aussi potentiellement le Sénat. Donc, sur le plan domestique, Donald Trump a peu de marge de manœuvre et il doit en tenir compte. Cette guerre n'est pas du tout soutenue par les Américains. Les Américains n'entendent pas ce genre de discours, on ne le suit pas. Et puis, pardonnez-moi, mais quand il parle des infrastructures, vous savez, ce mot infrastructure, on l'attendait déjà sous le premier mandat Trump. On a aussi des ponts qui ont besoin d'être reconstruits. Et entendre dire Donald Trump parler de l'infrastructure à l'étranger alors qu'il avait vraiment promis de ne pas être va-t-en-guerre et de s'occuper de America First, il est tout de même retenu, je l'espère, par le parti domestique. Et le regard du militaire, colonel Père de Jong, est-ce que vous pensez Trump capable de reculer encore, ou alors il a trop promis le deal ? Ou le chaos pour pouvoir reculer. Je pense que c'est shakespearien. En fait, moi, je pense que très sincèrement, ces échéances électorales, il les connaît très bien. Il voit le prix du baril monter, on est au-dessus de 100 depuis déjà plusieurs semaines. Il sait très bien que ça le déstabilise. Donc en fait, il a envie d'arrêter son discours, et c'est un discours négatif, mais en même temps. Quand on s'est autant engagé militairement parlant, on peut reculer, selon vous ? Non, pas du tout, parce qu'en fait, la décision lui appartient. Donc il veut pas, mais le système s'est mis en route de lui-même. Vous vous rendez compte, si demain, s'il arrêtait ce soir en disant, pousse, on arrête tout, on va renégocier avec les Iraniens, ça fonctionnera pas. Donc, bien évidemment, il est obligé d'y aller. Aujourd'hui, il a toutes les options devant lui, et non seulement ça, mais l'armée américaine s'est densifiée au Moyen-Orient, donc ils sont prêts. Donc, je pense qu'ils sont en situation pour agir. Malheureusement, dans les conditions qui risquent d'être assez dures par rapport, encore une fois, à l'effet qu'on veut avoir, parce que le fait de dire qu'il veut rayer la civilisation iranienne, ça n'a aucun sens. Je pense qu'il vaut mieux rien dire, agir, et puis après on voit les effets, puis on peut négocier après, quoi. La transition offerte, elle est parfaite, bien sûr, colonel, puisque dans cet objectif de déchaîner l'enfer, que mettent en œuvre les États-Unis pour être prêts ? Vous disiez qu'ils sont en train de se renforcer. Les Américains, eh bien, de quoi dispose justement Washington pour tout détruire ? Aujourd'hui, vous allez le voir avec le colonel, la 142e brigade d'artillerie de campagne de l'Arkansas part pour le Moyen-Orient. On va plus loin ensemble. Colonel Père de Jong. Colonel, un drone furtif, ça c'est le dernier élément, c'est un peu la dernière image qui a retenu notre attention. Ce drone furtif, et normalement, ai-je lu, hautement classifié, a été repéré dans le ciel grec. Alors, le RQ-90, c'est un drone absolument incroyable, totalement secret, totalement mystérieux. On ne sait pas ce que c'est. Il fait quand même 40 mètres d'envergure. C'est un engin complètement incroyable, mais un engin destiné non pas au combat, mais destiné en fait à l'observation, avec des caméras thermiques, toute une série de caméras. Et sa mission principale, c'est quoi ? En fait, pendant la guerre froide, ou à la fin de la guerre froide, c'était de vérifier ou de situer où étaient éventuellement les emplacements de missiles nucléaires russes. Bon, aujourd'hui, très concrètement, la mission de ce drone d'observation, qui peut rester quand même en l'air quasiment une quarantaine d'heures, quasiment 48 heures, la mission de cet appareil, c'est de quoi ? C'est de vérifier où se trouvent les batteries de missiles iraniennes. C'est sa mission principale, totalement silencieux, et il vole pendant 40 heures. Donc c'est un engin extrêmement impressionnant, totalement secret, et le mystère, c'est qu'il apparaît aujourd'hui. Donc évidemment, et les Américains ont fait exprès, pour faire savoir aux Iraniens qu'ils avaient sorti l'engin d'observation idéal, qui fait qu'il est inatteignable, invisible, parce qu'il est totalement. Et vous voyez qu'il a des ailes comme le B-2 américain. C'est les ailes, je dirais, il est furtif. Et donc voilà, donc il est invisible. Il vole jour et nuit. Donc c'est
un engin relativement impressionnant. Il vaut une fortune au passage. Et colonel, pour frapper avec un effet maximal, comme promet de le faire Donald Trump, les Américains ont énormément de moyens à disposition, bien sûr, mais quels avions précisément pourraient être utilisés pour ce déluge de feu imaginé pour les prochaines heures? Alors il y a deux sites de lancement. Le premier, c'est les porte-avions. Donc, vous avez le F-18 qui est derrière moi, plus le F-35. Et puis sur les bases aériennes qui est au Moyen-Orient, vous avez des F-15, des F-16. On a vu qu'un F-15 avait été détruit le week-end dernier. Donc c'est des engins capables d'emporter quasiment toutes les bombes possibles et inimaginables. Le F-15 a 11 points d'emport. On peut mettre des missiles, on peut mettre des bombes larguées, des bombes planantes, des missiles Tomahawk. Enfin, on peut tout faire. Donc c'est des engins qu'on appelle multi-rôle et encore une fois capables de toucher n'importe quelle cible. Alors on en vient à cette autre preuve, pour certains en tout cas, que Trump se projette plus vers la guerre que vers un cessez-le-feu. Aujourd'hui, on a appris qu'une nouvelle brigade, les hommes de la 142e brigade d'artillerie de campagne de l'Arkansas, partent pour le Moyen-Orient. Alors là, on rentre dans du lourd. On n'est plus dans le truc léger. Donc c'est une brigade d'artillerie, une brigade en gros de 5 ou 6 000 hommes qui appartient dans une division d'infanterie américaine. Donc là, il y a 3 bataillons d'artillerie et surtout, ils sont équipés avec des HIMARS et avec des attaques MS et avec des M149, donc des engins un peu plus anciens. Ce qui veut dire qu'ils ont une capacité de tir. C'est un outil qui vise à appuyer les unités d'infanterie qui peuvent tirer globalement entre 50 et 300 km pour tirer avec un attaque MS. Donc c'est une artillerie à longue portée et donc c'est une artillerie destinée à appuyer une attaque au sol, mais éventuellement aussi à protéger les pays du Moyen-Orient qui pourraient être attaqués par les Iraniens. Donc en fait c'est un outil multirôle et là très concrètement qu'est-ce qu'on voit? Que les Américains sont très concrètement en train de se renforcer pour densifier leur présence sur le Moyen-Orient. Merci infiniment colonel Père de Jong, parfait comme toujours. Le Pentagone et l'ENCOM s'ajoutent des troupes. Il n'en retire pas. Il faut observer ce que fait l'administration Trump, pas seulement l'écouter. Oui. Il faut regarder. Et qu'est-ce qu'on apprend quand on regarde ce qu'on vient de décrire ensemble? Alors que peut-être ce ministre alors j'aime pas dire ministre de guerre parce que ça n'a jamais été validé par le Congrès. Donc je vais parler du ministre de Défense qui est donc ce Pete Hegseth qui n'a peut-être certainement pas les épaules pour ce rôle. Et on a beau envoyer, si on a compris, je pense sous contrôle du général, entre 40 et 50 000 hommes, l'idée que l'Iran se prépare depuis des décennies et il ne recule pas. D'ailleurs, leur ministre de l'Intérieur a été interrogé à la télé il y a maintenant un mois et on a dit imaginez que les États-Unis envoient des troupes au sol et sa réponse c'était qu'ils viennent. Alors, je me permets de vous interrompre parce qu'il y a une information qui est quand même majeure dans le contexte de nos discussions qui vient de tomber. Donald Trump, il a parlé, je crois que c'est auprès de Fox, oui c'est ça, de Fox News. Il dit à l'instant si les négociations avancent aujourd'hui et qu'il y a quelque chose de concret, la date limite pourrait changer. Le taco. Trump always chickens out. Trump recule toujours. Mais vous savez, il ne peut pas faire deux choses qui ne font pas sens. Il ne peut pas envoyer nos hommes dans un espace qu'il promet de tout détruire. Donc, il est obligé de faire des choix. Il ne peut pas avoir des hommes en route ou lui-même, il va dire que ça sera la destruction massive. Monsieur le négociateur, quand Donald Trump dit à quelques heures, on est à 9 heures maintenant de la fin de l'ultimatum, que les négociations, si elles avancent, eh bien, la date pourrait encore changer. Ça nous dit quoi de la stratégie américaine? Je pense que ça décrédibilise Trump vis-à-vis des négociateurs iraniens parce que eux ont l'habitude de négocier. Ils ont également une perspective de temps qui est différente. Les arguments que vous avez soulevés, qu'il y a quand même des problèmes intérieurs aux États-Unis, fait que Trump aurait l'intérêt de finaliser ces négociations rapidement. Je crains que les Iraniens, de leur côté, préfèrent prolonger cette négociation, et même s'il y a un cessez-le-feu, ce ne sera pas un accord définitif. Donc je crains que ce n'est pas dans l'intérêt des Américains de repousser comme ça indéfiniment ces ultimatums. Je pense que pour être crédible, il faut agir dans les délais qui ont été proposés. Alors, dans un instant, nous revenons ensemble sur cette toute dernière déclaration du président américain. Si les négociations avancent aujourd'hui et qu'il y a quelque chose de concret, la date limite pourrait changer. Alors que il y a quelques minutes auparavant, il disait ceci, ces mots terriblement forts. Une civilisation entière va disparaître ce soir pour ne plus jamais réapparaître si l'ultimatum
n'aboutit pas. Voilà, nous sommes au cœur, à l'acmé même de la tension de ces négociations. Nous avons peut-être basculé dans une autre dimension depuis cette déclaration du président américain. Jean-Louis Bourlange, nous allons décrypter ensemble ces déclarations de Donald Trump. Merci beaucoup d'être avec nous, Jean-Louis Bourlange, ancien président de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale. Un enfer promis en cas d'échec d'ultimatum, donc, mais qui a donné l'impression aujourd'hui de déjà s'ouvrir. Les destructions en Iran ont bien commencé. Les forces américaines visent des installations défensives sur Karg. Pendant ce temps, il y a des frappes sur des infrastructures ferroviaires, des ponts à travers l'Iran, ou encore sur l'un des établissements de renseignement iraniens, à Shiraz. Voyez les images. Alors comment compte-t-il Trump détruire en 4 heures comme il le promet l'Iran? Le plan pour tout détruire est prêt, assure Axios. Nous verrons ensemble quel peut être ce plan. Mais vous verrez également, images très fortes qui viennent de tomber il y a quelques minutes, que l'Iran appelle à former des chaînes humaines à travers le pays pour protéger les sites industriels, les centrales. Et regardez comme les images sont diffusées, parce que c'est aussi la guerre de communication avec des menaces au-delà même de la région. Vous verrez que la musique de la crainte nucléaire est remontée fort au point de pousser la Maison-Blanche à démentir. Jean-Louis Bourlange, vous allez pouvoir nous aider peut-être à descendre de quelques degrés, à dédramatiser, en tout cas analyser. Merci d'être avec nous. On se retrouve dans un instant. À tout de suite. Vous êtes toujours devant le grand dossier consacré à cet enjeu. Trump, une civilisation va mourir ce soir. Ce sont ses mots il y a quelques heures. La menace est terrible. Elle est très puissante. Et je vous donne 2 dernières informations qui viennent de tomber. Les États-Unis ordonnent à tous les Américains en Bahreïn de s'abriter sur place, alors que dans le même temps, Donald Trump fait savoir à la chaîne Fox News que si les négociations avancent aujourd'hui et qu'il y a quelque chose de concret, alors la date limite de l'ultimatum pourrait changer. Je vous rappelle que la date limite, l'heure limite, c'est 2 heures la nuit prochaine. Pour tout comprendre, pour tout décrypter, je suis ravie encore une fois d'être sur ce plateau avec Hélène Kuntz, avec Monsieur Kuckerman, avec le colonel Pierre Dorion, avec Claire Cambier et avec vous, donc Jean-Louis Bourlange. Merci d'avoir accepté l'invitation une nouvelle fois, ancien président de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale. L'enfer promis par Trump, si l'ultimatum est un échec, a-t-il déjà commencé à se déchaîner en réalité sur l'Iran? Lui qui assure qu'une civilisation entière va mourir ce soir. Regardez, pont, autoroute, Karg, les forces américaines visent des installations défensives sur l'île de Karg. Vous voyez aussi les conséquences probables d'une frappe aérienne israélienne sur une ligne de chemin de fer à Karaj, frappe sur un pont sur l'autoroute de Tabriz, frappe sur l'aéroport de Téhéran. Peut-il aller encore plus loin? Cette nuit sera-t-elle celle où tout va basculer? Il s'est donné 4 heures pour tout détruire et le plan est prêt, nous dit Axios. Alors, comment l'Iran pourrait être anéanti selon les plans américain? On voit ça ensemble avec le colonel Pierre de Jong. Alors colonel, pour nos téléspectateurs, on a vu au fil de la journée, pour ceux qui nous retrouvent, on a vu la destruction qui a déjà commencé. Racontez-nous, colonel. Alors l'île de Karg avait déjà été attaquée le 14 mars, donc toutes les installations militaires avaient été détruites déjà, donc ça avait été sérieux puisqu'il y avait eu 2 passes, il y avait eu 50 objectifs qui avaient été tirés, et donc il recommence. Ça veut dire quoi? Concrètement, Karg, c'est un objectif majeur. Pourquoi? Parce qu'en fait, 90% du carburant iranien sort par cette île. Donc c'est une station-service, le long de laquelle des bateaux chinois et autres viennent s'approvisionner. Donc c'est central. Donc aujourd'hui, les Américains et les Israéliens continuent de bombarder. Ils bombardent quoi? Pas du tout les installations énergétiques ou pétrolières, mais exclusivement les installations militaires. Visiblement, les Iraniens le gouvernement iranien s'est reconstruit et a remis en place. Derrière nous, on a le chemin de fer près de la ville de Karaj, oui, où là il y a pas mal de blessés. Donc on voit, c'est la deuxième catégorie d'objectifs que les Américains se donnent. Donc bombarder, des voies ferrées. Donc ça pour cloisonner le terrain, pour empêcher les Iraniens, de circuler d'un point à un autre. Et puis il n'y a pas plus qu'un pont. Là vous avez le pont de Tabriz qui a été détruit. Et donc c'est la fameuse promesse de Trump. Ils vont détruire à partir de maintenant et les ponts et les centrales. Et là vous avez les centrales. 8 ponts, ça c'est 8 ponts revendiqués, frappés par les Israéliens. Alors c'est que le début, parce qu'on sait que les ponts, il y en a un certain nombre. On sait qu'il y en a 180. Donc des ponts de plus de 100 mètres. Donc les objectifs sont majeurs, mais en même temps, c'est comme une espèce d'annonce, comme une espèce d'action préliminaire qui vise à démontrer aux Iraniens, en tout cas, la capacité de l'armée américaine à détruire les infrastructures. Et colonel, la liste des cibles, s'il veut aller encore plus loin, Donald Trump, avec les Israéliens d'ailleurs, comme il menace de le faire dans les prochaines heures, cette liste des cibles, elle est en fait encore très longue.
Alors, l'ensemble des ponts, 185 ponts, il y en a 10 qui ont été détruits, c'est bien le minimum, ça commence par ça. Mais derrière, vous avez toutes des installations, les axes routiers, encore une fois, les voies ferrées, et puis surtout, vous avez les centrales. Les centrales, c'est vraiment le cœur du sujet, puisqu'aujourd'hui, on sait qu'il y a plus d'une centaine de centrales, il y en a énormément, donc, et entre autres celle-là, Damavand, qui est extrêmement grande, puisque sa capacité, c'est en gros 3 centrales nucléaires. Donc 5% de la production énergétique iranienne vient de cette centrale. Donc si les Américains commencent à bombarder les centrales électriques, bien évidemment, la population iranienne va souffrir. Puis deuxième point, ça va bloquer définitivement, en tout cas pendant un certain temps, la capacité des Iraniens à fabriquer des missiles, à fabriquer des drones. Donc tout ça, c'est dual, ce qui veut dire qu'encore une fois, la destruction de ces centrales, ce ne sont pas des crimes de guerre, parce que c'est dual, puisque l'énergie électrique sert pour fabriquer des missiles. Donc c'est dual, donc ce ne sont pas des crimes de guerre. On reste ensemble, colonel, parce qu'on va prendre la direction de la Maison-Blanche, Washington, où nous retrouve Sonia Dridi. Vous êtes même dans la salle de presse de la Maison-Blanche, vous y êtes accréditée. Sonia Dridi, pont, autoroute, Karg, on vient de le voir. Trump frappe déjà, Sonia Dridi. Pourquoi la destruction a-t-elle déjà commencé et est-ce qu'il est capable d'aller effectivement encore plus loin dans les prochaines heures ? Oui, il est capable d'aller encore plus loin. Il a appelé un journaliste de Fox News il y a peu de temps. Souvent, ce sont les journalistes qui l'appellent. Mais là, il a pris son téléphone pour dire aux journalistes de Fox News qu'à l'heure actuelle, eh bien, les États-Unis allaient frapper l'Iran comme prévu à 20h heure locale, donc 2h heure de Paris. Il a dit ils vont subir une attaque comme ils n'ont jamais vu auparavant. Mais il a ajouté, si les négociations avancent, eh bien, si on obtient quelque chose de concret, les choses peuvent changer. Donald Trump, qui comme d'habitude souffle le chaud et le froid, tout peut très vite évoluer avec le président américain. Ses conseillers même disaient il y a peu de temps que parfois ils n'en savaient pas plus que nous, que tout changeait très vite avec Donald Trump. En tout cas, hier soir, en privé, selon le Wall Street Journal, il disait qu'il avait moins d'espoir qu'un accord puisse être trouvé d'ici 20h heure locale. Mais on sait aussi que c'est son entourage, notamment Steve Witkoff, qui était hier ici à ses côtés dans la salle de presse lorsqu'il prononçait son discours, mais aussi J.D. Vance, le vice-président, et Jared Kushner, pensent, selon Politico, que c'est le bon moment pour trouver un accord. En tout cas, ces dernières frappes sur l'île de Karg étaient clairement un avertissement. Donald Trump, qui, dans son message sur Truth Social, a dit « Une civilisation entière va mourir ce soir ». Je ne l'espère pas, mais c'est probable. Merci infiniment, Sonia Dridi, correspondante TF1 LCI. Bien sûr, on suivra toujours ça grâce à vous et avec vous. Jean-Louis Bourlan, je me tourne vers vous. Image de frappe sur Karg à l'appui. Et revoyons aussi ensemble, je vous soumets à nouveau les mots du président américain qui assure que toute une civilisation entière va disparaître ce soir si l'ultimatum est un échec. Pour vous, ça y est, Trump et d'ailleurs toute la guerre a déjà basculé. La guerre est entrée dans une autre dimension, a changé déjà de nature. Ou voyez-vous quelque espoir dans celui de Donald Trump entretenu si quelque chose pouvait changer ? Non, je ne crois pas que la guerre ait déjà basculé. En revanche, je crois que la raison de Trump a déjà basculé. Parce que promettre la destruction d'une civilisation millénaire, aujourd'hui, c'est carrément dément. De la part de quelqu'un qui, il y a quelques mois ou quelques semaines, voulait libérer le peuple iranien pour lui permettre de s'épanouir. Là, on est vraiment dans quelque chose de tout à fait inconsidéré. Les déclarations de Trump, on en a vu plusieurs, elles vont crescendo vers l'irrationnel. Si on revient à la rationalité, je crois depuis le début que dans cette guerre dont les objectifs n'ont jamais été très clairs, il y a 3 options ce soir. Il y a TACO, Trump always chicken out, c'est-à-dire Trump se dégonfle et accepte un faux semblant en réalité, parce que les Iraniens ne sont pas prêts actuellement à envisager autre chose. Le seul accord qu'on pourrait voir, c'est d'abord un arrêt de la violence américaine et israélienne, et en contrepartie, à terme rapproché, la libération du détroit d'Ormuz, ce qui serait quand même quelque chose d'assez humiliant pour les Américains, puisqu'on rétablirait simplement la situation, après tous ces massacres, la situation antérieure à la guerre. Sinon, si on évacue l'option TACO,
il n'y a que le développement de la violence. Et là, on est en présence de quelque chose d'extrêmement grave. Alors je ne pense pas qu'en 4 heures, tout va basculer. Mais le développement de la violence, ça veut dire, si on continue à faire des attaques à caractère militaire, plus ou moins dual, etc., on reste dans le schéma classique. Mais ça n'a de sens, et cette phrase n'a de sens qu'en disant qu'on va atteindre les populations iraniennes dans leur survie matérielle. Si on détruit les centrales électriques, si on détruit, comme il l'avait menacé un jour, les usines de désalinisation, si on peut couper, on peut affamer, on peut détruire, on peut empêcher la santé, on peut empêcher toute une population de vivre. À ce moment-là, que se passe-t-il de l'autre côté ? D'abord, les Pasdaran ont montré qu'ils avaient peu de soucis de leur population, et donc il n'y a que 2 options possibles, qui sont l'une et l'autre assez terrifiantes. C'est la surenchère avec tous les moyens, sachant que les Pasdaran savent que s'ils perdent, ils meurent, ou alors une division interne entre par exemple, les mollahs et l'armée, qui seraient plutôt partisans d'un accord avec les Américains, et les Pasdaran qui ne voudraient pas. Et là, c'est quand même, là aussi, une promesse de guerre civile extrêmement violente au sein d'Iran. Donc les scénarios sont tous mauvais. Je m'arrête sur les quelques mots quand vous avez dit des Iraniens, tous les moyens à leur disposition. La musique, encore une fois, qui est montée ces dernières heures, est assez forte, c'est celle du recours au nucléaire. Que ce conflit se tourne en quelque chose de nucléaire. Le ministre italien de la Défense a exprimé sa crainte face à la folie de l'escalade nucléaire. Dans les médias iraniens, on parle sans qu'on le comprenne bien de quoi il s'agit, mais d'une possible surprise à venir. Et puis, il y a aussi cette déclaration de J.D. Vance. Aujourd'hui, nous avons des outils dans notre boîte que nous n'avons pas encore utilisés. Écoutez, regardez. Les Iraniens doivent savoir que nous avons des outils que nous n'avons pas encore décidé d'utiliser. Le président des États-Unis peut décider de les utiliser et il le fera si les Iraniens ne changent pas de cap. Alors, la musique est montée si fort que la Maison-Blanche a été poussée à démentir le recours à l'arme nucléaire. Oui, c'est Folamour, c'est le docteur Folamour. Comment ? C'est le docteur Folamour. C'est le docteur Folamour. L'ascension aux extrêmes, c'est totalement irrationnel et totalement à la fois assassin et suicidaire. Est-ce que vous nous aidez effectivement à redescendre de quelques degrés et à dédramatiser sur cette question du nucléaire ? Est-ce qu'il faut raison garder ? Je vais être transparente, j'ai entendu dans la rédaction aujourd'hui, pour la première fois, là j'ai peur. Moi j'ai vraiment peur face à cette guerre. Alors que dites-vous à ces gens qui commencent à trouver que la pression, elle monte quand même très très fort ? Moi je ne crois pas que ce soit... Enfin, je crois 2 choses. D'abord, j'avais expliqué ici il y a quelques semaines que la logique clausewitzienne, c'est une logique d'escalade de la guerre jusqu'au bout, la guerre absolue, comme dit Clausewitz, à partir du moment où il n'y a pas des buts de guerre clairs pour limiter la violence. Or là, nous sommes dans cette situation. Les buts de guerre ne sont pas clairs, ni de la part des Américains, et les Iraniens ne sont pas prêts à céder. Et donc il y a une logique d'escalade, escalatoire, comme dit le président de la République française, qui aime bien cet adjectif, une logique d'escalade qui, effectivement, de façon ultime, tournerait à l'arme nucléaire. Mais la seconde chose, c'est que c'est tellement aberrant, car alors là, ce serait, plutôt que de libérer le peuple iranien, on le vitrifierait, on le tuerait. Là, je crois que ça justifierait que le président américain soit immédiatement destitué. Alors parce que quand on pense qu'il courait après le prix Nobel de la paix il y a quelques semaines ou quelques mois, on est quand même confondu par l'idée même de cette perspective. Ne peut pas être plus d'accord avec vous qu'à cet instant présent. Allez-y, et jusqu'où, pardon, parce qu'on va avancer en même temps, jusqu'où, selon vous, Trump est-il prêt à aller dans cette aventure ? Puisqu'il l'appelle comme ça lui-même. Alors, je ne suis pas certaine qu'il sait ce qu'il fait. Mais J.D. Vance, si. Et quand il dit il a encore des choses dans le boîte à outils, il y a une lueur d'espoir, vous savez, sur cette question de est-ce que Trump doit y rester. La parole s'est libérée cette semaine avec l'un de nos sénateurs, qui est Chris Murphy de Connecticut, qui a carrément dit il va falloir utiliser le 25e amendement, section 4, qui permettrait justement à J.D. Vance et de réunir le cabinet et de dire il faut peut-être enlever le pouvoir de Donald Trump parce qu'il n'est plus en capacité
psychique, physique, autre, on peut le qualifier comme on veut. Mais le problème, c'est que il faut aussi que J.D. Vance ait la majorité du cabinet, que ça soit validé par le Congrès. Mais déjà qu'il y a une autre porte de sortie, qui est peut-être, on ne peut pas tenir la terre entière en haleine tous les soirs à cause de Donald Trump. Donc, il y a une solution constitutionnelle aux États-Unis, 25e amendement. Je pense qu'on entend continuellement des critiques contre Trump et son cabinet, mais quand même Trump qui a ciblé le régime, qui a causé tellement de dégâts depuis 47 ans. Faut pas oublier que c'est l'Iran qui a développé l'arme nucléaire, il fallait les stopper parce que ils ont également, avec les proxys, détruit par le biais du Hezbollah, du Hamas et les Houthis, ils ont menacé tous les pays environnants, mais également avec les missiles balistiques, ils menacent également à terme l'Europe et les États-Unis. Donc pour moi, Trump a pris la bonne décision de s'attaquer au problème qui est la source de tous les problèmes auxquels on est confronté au Moyen-Orient. Maintenant, l'action américaine, elle peut également se développer de manière positive. On voit que si effectivement les Israéliens et les Américains opèrent pour cibler ce qui est la source du financement de cette infrastructure militaire, c'est-à-dire le pétrole et le gaz, ça peut être un catalyseur pour la fin de ce régime. Donc je pense qu'il y a également un scénario possible qui fait que, à la fin de cette guerre qui va, d'après Trump, s'arrêter dans les 10-15 jours à venir, on sera dans une situation où le régime sera tellement affaibli qu'il y a une vraie opportunité pour la vaste majorité des Iraniens, 85% de la population iranienne, souhaite de se débarrasser de ce régime. À partir du moment où on arrête le financement, les 15% restants ne se battront pas contre les gens de leur propre peuple. Donc il y a quand même un scénario positif qui peut sortir de cette opération, qui peut sauver le Moyen-Orient et qui peut sauver également l'Europe et les États-Unis. Puisque vous parlez de la population iranienne, le régime essaie clairement d'envoyer un message à Donald Trump ces dernières heures, c'est que de dire entre vous et nous, vous trouverez en barrage la population. Voilà. Multiplication d'images de propagande, comme cette image, par exemple, de femmes en armes voilées dans un véhicule militaire. Nous avons également, et ça s'est fait à l'appel du régime, qui a appelé la population à former des boucliers humains, appel notamment à la jeunesse à se rassembler. Alors, il y a eu des images qui sont tombées un peu avant cette émission de la population, de dizaines de personnes, centaines, sur des ponts. Il y a aussi les mêmes images devant une centrale électrique. Écoutez comme le responsable d'un ministère iranien appelle effectivement la population à se mobiliser. J'invite tous nos jeunes, athlètes, artistes, étudiants, universitaires et professeurs, demain, mardi à 14h, rassemblez-vous autour des centrales électriques qui constituent notre capitale nationale, sans distinction du goût ni d'opinion politique. Elles appartiennent à l'avenir de l'Iran et à la jeunesse iranienne. Ensemble, affirmons au monde entier que s'attaquer aux infrastructures publiques est un crime de guerre. Voilà, le régime iranien se dit prêt au sacrifice. Même le président Pezeshkian a envoyé un message dans ce sens en disant « Moi aussi, j'ai été, je serai un sacrifié pour l'Iran ». Mais au-delà de l'image de propagande, Jean-Louis Bourlange, croyez-vous en effet qu'il ne faut pas sous-estimer la capacité de résistance non seulement du régime, mais de la population iranienne dans les prochaines heures si la pression monte ? Je suis en désaccord avec ce que je viens d'entendre, parce que je crois qu'à l'origine, le scénario, le schéma stratégique ne correspondait pas à un schéma de libération du peuple iranien. Et que c'est un développement logique que d'arriver à partir du moment où on a voulu multiplier les frappes aériennes essentiellement, ce que en 14 on aurait appelé une immense préparation d'artillerie, mais non suivie, et pour des raisons très évidentes, d'une invasion terrestre, ça provoque forcément une ascension aux extrêmes et dont le terme est la destruction, la mise en cause de la population iranienne. Et c'est là où nous sommes. Alors je comprends ce que vous dites en disant peut-être que dans ce chaos il en sortira un bien. Je n'en sais rien. Je crois que Qui dit ça Monsieur Kukan. Oui. Parce que vous me regardez. Oui, non. Donc, je pense que c'est peu. La vérité, c'est que, les Pasdaran se fichent complètement de ce qui arrive à leur population. Ça me paraît quand même quelque chose de fondamental. Et en fait, ils ne s'en fichent pas de ce qui leur arrive à eux. Et donc, ils vont se battre jusqu'au bout. Alors, est-ce que tout le monde se battra jusqu'au bout dans le régime ?
Peut-être pas. Est-ce qu'il y aura à ce moment-là une division? C'est la seule option qui me paraîtrait, la seule perspective qui me paraîtrait pas trop mauvaise, mais elle serait quand même catastrophique parce que ce serait vraiment une guerre civile atroce entre les Pasdaran et les autres, avec sans doute des immenses... Mais ce que je veux dire en conclusion, c'est que de toute manière, après ce qui s'est passé, quel que soit le régime iranien, il voudra panser ses plaies, réparer les dégâts, mais il n'aura qu'une seule idée, quel qu'il soit. D'ailleurs, le Shah d'Iran était à l'époque de cette logique, c'est de construire l'arme nucléaire. Il y a une chose que les Iraniens ont compris, c'est qu'il valait mieux être dans la situation du dirigeant nord-coréen que dans la leur. Et de toute manière, si on estime que ce pays de 93 millions d'habitants va, à la suite de tout cela, renoncer et rester dans cette situation, ça je crois que c'est erroné. On repousse de quelques mois, de quelques années sans doute, mais l'objectif d'un gouvernement iranien, quel qu'il soit, et je rappelle que le Shah d'Iran était pour l'équipement nucléaire de son pays, la dotation d'armes nucléaires de son pays, quel qu'il soit, ce sera l'objectif. Donc je crois que tout ça est absurde de bout en bout. Il y avait certainement des choses à faire pour favoriser un basculement du pouvoir en Iran. Il y a une telle exaspération de la population, mais pas ça, certainement pas ça. Alors, à plus court terme, je vous renvoie un tout petit peu plus d'immédiateté, vous me pardonnerez, mais l'Iran prévient que sa riposte s'étendra au-delà de la région si les États-Unis, dans les prochaines heures, franchissent, je cite, les lignes rouges. Ça veut dire quoi, s'étendre au-delà de la région? Comment interpréter la menace? Taper où? Taper quoi? Jusqu'où sont prêts à aller les Iraniens pour faire ça? Ils ont deux vecteurs potentiels. La première, c'est la portée des missiles. Ils savent qu'ils peuvent tirer à 4000 km, ce qui veut dire en fait, globalement, sur le port de l'Europe, la Grèce, etc. Donc c'est le premier objectif potentiel. Ça, c'est pas du tout impensable. Et le deuxième, malheureusement, c'est la diaspora iranienne qui est répartie dans l'ensemble du monde et qui est extrêmement agissante, qui a déjà agi. Donc en fait, mettre en place des actions terroristes sur toute une série de pays, aux États-Unis, évidemment en Europe, etc. Donc ça, c'est une vraie menace. Maintenant, le problème, c'est qu'un pays qui vous menace, ça devient un ennemi. Et donc, je pense qu'il faut qu'il fasse attention. Parce que... Je me permets de vous couper parce que Gwendoline de Bono, elle nous attend à Tel Aviv, elle devait être en direct avec nous dans quelques instants, mais il y a une alerte. Oui, on est attendu du côté de Tel Aviv par Gwendoline de Bono. On devait la retrouver dans quelques instants, mais il y a une alerte à Tel Aviv, donc elle va être avec nous maintenant. Gwendoline de Bono, expliquez-nous, que se passe-t-il? Nouvelle alerte, c'est ça, au-dessus de vos têtes dans le ciel israélien? Oui, nouvelle pré-alerte en fait. Donc c'est une alerte qu'on reçoit un petit peu avant que les sirènes se mettent à sonner. Quand les sirènes se mettent à sonner, ça veut dire que le missile se dirige dans cette direction. Donc là, on en est au stade de la pré-alerte aujourd'hui, où on le voit, Israël accélère son plan de frappe en Iran. L'armée israélienne a dit avoir frappé 8 ponts. Il y a aussi eu des voies ferrées frappées. D'ailleurs, les Israéliens avaient prévenu les Iraniens de ne pas voyager en train aujourd'hui. Il y a une usine pétrochimique également ciblée. Donc on voit bien cette accélération du plan de frappe israélien, avec un appareil sécuritaire israélien qui disait déjà il y a quelques jours, qui nous disait qu'il était important d'accentuer sur les cibles qui peuvent avoir un effet économique sur les gardiens de la révolution. Ça, on l'a beaucoup entendu ces derniers jours, et l'armée israélienne, selon plusieurs sources ici, qui dit encore avoir de nombreuses cibles à l'intérieur du territoire iranien. Donc c'est ce qui se passe actuellement, avec un Iran qui réplique. On s'attend à plusieurs barrages de missiles dans la soirée, dans la nuit ici en Israël. Gwendoline, est-ce que je peux encore vous poser une question ou vous devez filer parce qu'il y a cette préalerte? Une petite question, je peux? Juste la population. Oui, parce allez-y. On parle beaucoup des états-majors, mais parlons du peuple, parlons des habitants. Comment la population israélienne se sent-elle et vit-elle ces menaces, notamment pour les prochaines heures? J'imagine que chacun retient quand même un peu son souffle. Oui, tout à fait. Alors il y a une forme d'habitude maintenant, ça fait un mois, si vous voulez, au sein de la population israélienne, tout le monde a intégré depuis des décennies que l'Iran est une menace existentielle de par son programme nucléaire militaire, etc., etc. Donc il n'y a pas de remise en question, si vous voulez, du bien fondé de la guerre. Après, il y a cette question toujours qui revient, quand est-ce que ça va s'arrêter, parce qu'on sent effectivement une certaine fatigue au sein de la population israélienne, et des questionnements sur le fait que l'Iran est toujours
capable de continuer à tirer. Alors c'est vrai que les états-majors vous disent oui, mais l'Iran ne touche pas de cibles stratégiques en Israël. C'est vrai que on est là depuis une dizaine de jours et on ne voit pas de cibles stratégiques touchées par les missiles iraniens, même si certains s'en rapprochent. Mais il n'empêche, en Israël, les écoles sont fermées. Il y a, vous entendez la sirène d'alerte qui se met en place. Donc il y a effectivement à l'écoute de ces sirènes une certaine fatigue, une certaine inquiétude de la population israélienne qui a du mal à comprendre, un peu comme tout le monde, quand est-ce que cette guerre prendra fin, quand est-ce qu'ils pourront retourner à la vie d'avant. Allez-y, maintenant filez. Merci infiniment Gwendoline de Bono. Allez vous mettre à l'abri avec Vincent Wartner. On vous remercie beaucoup tous les deux d'avoir été avec nous malgré tout. Je voudrais qu'on écoute, puisqu'on parle d'Israël, la position de Benjamin Netanyahou qui aurait, selon Barak Ravid, exhorté Trump encore ces dernières heures lors d'un appel à ne rechercher aucun cessez-le-feu maintenant. Écoutez Benjamin Netanyahou. Oui, bien sûr. Je ne cesse de vous répéter que nous combattons le régime terroriste iranien, mais nous le faisons avec une détermination et une intensité croissante. Nos pilotes ont détruit des avions de transport et des dizaines d'hélicoptères appartenant à l'armée de l'air iranienne. Aujourd'hui, ils ont attaqué les voies ferrées et les nœuds ferroviaires utilisés par les milices de la Révolution. Je me tourne vers vous, Edouard Kuckerman, vous êtes ex-porte-parole de l'armée israélienne. La position israélienne, c'est aller jusqu'au bout, c'est de tout frapper, de tout détruire dans les prochaines heures, tout est prêt? L'objectif n'est pas de tout détruire. L'objectif, à long terme, c'est le renversement du régime. Quand Israël a opéré en juin, 6 mois après, la population a commencé à se révolter. Aujourd'hui, une opération est menée aujourd'hui avec les forces américaines et israéliennes. On est convaincu qu'à partir du moment où on détruit les infrastructures militaires et qu'on affaiblit le régime, les chances de voir ce régime se renverser sont plus élevées. Et on pense qu'à terme, ça peut être le résultat de cette initiative. Il n'y a pas, j'ai entendu des critiques sur cette initiative, mais je vois pas d'alternative à ce qu'on est en train de faire. Il y a un point également qui est relié à ce que Gwendoline mentionnait au niveau de la population israélienne. C'est vrai qu'on a à peu près 10 missiles par jour qui tombent sur Israël. En tout cas, qui ciblent Israël. Mais il faut se rappeler que depuis, par exemple, qu'on a quitté le Liban et qu'on a quitté la bande de Gaza, on a reçu plus de 200 000 missiles qui ont été tirés sur Israël. Combien de 200 000 ? Plus de 200 000 uniquement de Gaza et à peu près 100 000 du Liban. Et on n'est plus sur le territoire gazaoui et on n'est plus sur le territoire libanais depuis 2000. Donc ce qu'on comprend au niveau de la population israélienne, c'est que pour la première fois depuis juin dernier, les Israéliens ciblent la source du problème. Et qu'on paye un prix lourd, puisque ça fait 1 mois qu'on est dans les abris, mais qu'une fois qu'on sera débarrassé de ce régime, on aura l'opportunité dans notre région de vivre normalement en paix avec nos voisins libanais et avec nos voisins iraniens. Allez-y Jean-Loup Bourlange, je vous voyais réagir. Et après on va parler de toute la région. Je ne crois pas du tout à cette interprétation, je dois le dire, M. Kuckerman. Je me rappelle ce qu'avait dit M. Netanyahou au moment de la guerre d'Irak. Il avait fait un discours au Congrès des États-Unis où il expliquait exactement que sur l'Irak, il fallait faire l'opération, qu'on allait installer une démocratie en Irak et que le Moyen-Orient connaîtrait la paix. On a vu ce que ça a donné. En réalité, Israël, et pas tout Israël. Moi, je me rappelle quand même très bien ce que voulait M. Rabin, qui était tout à fait différent. Mais M. Netanyahou estime que la sécurité d'Israël passe par le chaos à ses portes. Gaza, c'était horrible. Le 7 octobre, c'est une abomination. L'opération a visé à détruire et non pas à remplacer. Il était possible d'imaginer une autorité palestinienne, d'éliminer doucement les dirigeants actuels, évidemment assez discrédités, et de mettre des autorités plus valables. Ça a été écarté. Sur le Liban, il était possible aujourd'hui, compte tenu de la situation de l'Iran, d'organiser une action internationale soutenue par Israël avec le gouvernement libanais et appuyée par les Occidentaux, américains, français et autres, pour éliminer concrètement le Hezbollah. On pouvait même prêter... Bon, ça n'a pas été fait. On est en train d'introduire au Liban une guerre civile. Et quant à l'Iran, même, je n'ai jamais cru, personnellement, je l'ai dit dès le début, que le but de M. Netanyahou était de voir établir un grand pays
de 93 millions d'habitants avec une puissance respectée partout. Je crois que c'est pas ce qu'il veut. Ce qu'il veut, c'est le chaos en Iran, et de ce point de vue-là, il y a une cohérence de son action et il y a une cohérence de sa stratégie. Il ne veut pas remplacer le régime, il veut l'empêcher de fonctionner, le priver de ses moyens pendant une durée indéfinie, et puis après, on recommencera. Alors, je pense que vous aurez d'autres occasions de poursuivre le débat, messieurs, et je pense qu'on ne réglera pas la question entre vous ici autour de cette table, mais en tout cas, certains le craignent, le chaos, et pour toute la région. Je vous lis les mots du porte-parole du ministère des Affaires étrangères du Qatar qui dit ceci: « Nous sommes proches du point où la situation dans la région pourrait échapper à tout contrôle. » Et regardez, l'Iran a été frappé, mais l'Iran menace et répond déjà dans le même temps. L'Iran répond même sur le même terrain, en frappant des infrastructures énergétiques industrielles dans le Golfe. En Israël, on en a parlé. Après que son hub pétrochimique a été attaqué par les États-Unis, l'Iran a riposté en frappant ce hub industriel saoudien. Jubail, c'est important, c'est le principal d'Arabie Saoudite. 300 industries actives. C'est 7% de tous les produits pétrochimiques dans le monde qui sont produits dans cette zone-là. Oui, la situation pourrait échapper à tout contrôle, et dans toute la région, Claire Cambier. En tout cas, on assiste effectivement à une escalade. Alors, ça avait même commencé ces derniers jours, et des deux côtés, avec notamment les deux principales usines pétrochimiques en Iran qui avaient été frappées ce week-end. À l'inverse, du côté iranien, au Koweït, ce week-end également, il y avait centrale électrique, usine de dessalement, complexe pétrolier. Donc, on voit qu'aujourd'hui, on atteint un palier supplémentaire. Alors, pour certains, c'est le dernier moyen de pression que met le président américain pour obtenir des solutions, mais on ne voit pas côté iranien que ça fonctionne. Vous le disiez tout à l'heure, a priori, selon certaines sources, les discussions ont même été rompues aujourd'hui. Donc effectivement, du côté des pays du Golfe, on craint cet embrasement, puisque les cibles ont du mal à être très précises en Israël. Elles le sont plus, on le voit, dans les pays du Golfe. Alors, autre signe d'une région en alerte maximale, vous me direz, c'est pas une surprise, mais là, il y a des choses très précises qui sont en train de se passer. Le pont reliant l'Arabie à Bahreïn a été fermé par précaution. Et je vous rappelle qu'il y a quelques instants, je vous donnais cette information, le président américain, la Maison-Blanche, appelle les Américains à Bahreïn à se mettre à l'abri. Colonel Pierre de Jong, pour l'ensemble de la région, je vous ai coupé dans votre élan parce que Gwendoline intervenait depuis Tel Aviv, mais que faut-il redouter dans les prochaines heures à l'issue de cet ultimatum, si c'est un échec? Le problème, c'est que les Iraniens vont répliquer de toute façon. Il va y avoir une opération américaine qui va se mettre en route. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas reculer. Le problème, c'est que la diatribe de Trump est tellement exagérée que je ne vois pas comment il peut reculer. Est-ce qu'il peut, demain matin, à 8h du matin, annoncer qu'il ne le fait pas? Et qu'est-ce qui serait frappé? Qu'est-ce qui serait frappé en priorité, selon vous, dans la région, si escalade il y avait effectivement après 2h du matin? Là, vous avez montré le pont qui rejoint Bahreïn et l'Arabie Saoudite. Évidemment, j'imagine que les Iraniens vont pas se priver pour détruire ce pont. Alors, il y a un problème. Vous savez que Bahreïn sont des chiites, gérés par un gouvernement d'origine d'Arabie Saoudite, mais ce sont des chiites. Donc, c'est vrai que ça pénaliserait les chiites de Bahreïn. Bon, il y a la 5e flotte qui y est, donc à mon avis, ce pont-là peut être détruit, bien évidemment. Ceci étant dit, je pense pas que les Iraniens aient la capacité technologique et technique à toucher un pont à 1000 ou 2000 km. Ça implique une technologie extrêmement pointue. Il y a que des avions et des missiles qui peuvent le faire réellement. Alors, il y a peut-être une information qui peut surprendre dans le contexte, puisque la région est sous pression, l'Arabie Saoudite en particulier, et pour autant, on apprend qu'au-delà d'Israël, Arabie Saoudite et Émirats Arabes Unis poussent pour que Trump ne s'arrête pas au cessez-le-feu. C'est toujours, on en parle depuis des jours, ce fameux « tu as cassé, tu répares, tu vas jusqu'au bout, tu nous as emmenés jusqu'ici ». Oui, mais alors c'est terrible là, parce que c'est un peu comme avec l'OTAN. Donald Trump nous montre qu'il est capable d'abandonner ses partenaires dans le Golfe. On a tout de même nos bases militaires, et il n'est pas sûr que nos bases militaires américaines sont en état pour accueillir les soldats qu'il veut envoyer. Donc, c'est vrai que dans tout ce qui est riposte, vous savez, pendant cette conférence hier avec Donald Trump et Pete Hegseth, l'un comme l'autre, comme vous dites, il montre le registre, mais Donald Trump parle d'un mandat divin. Pete Hegseth, il est dans la guerre sainte et il veut christianiser cette guerre. Donc là aussi, de ce point de vue, c'est pas rassurant et ça serait bien qu'il baisse le ton sur ce registre-là également. Je le disais encore hier à Bernard Guetta sur ce plateau, je sais, Jean-Louis Bourlange, que les uns et les autres, vous n'avez pas de boule de cristal, j'en ai conscience, mais je vous interroge quand même. Si l'ultimatum est un échec, passé 2h du matin, puisque c'est la deadline, comme on dit en mauvais français,
À quoi ressemblent les prochaines heures dans la région, si c'est le cas? Ça, c'est vraiment la question à laquelle je ne peux pas répondre. D'abord, il faut toujours se méfier de ce que vous appelez des deadlines avec Trump. Oui. Et quand même, la guerre d'Ukraine devait être finie en 2 jours. On n'y est pas tout à fait. Donc, les délais ont toujours été manipulés. Et je ne serais pas étonné qu'il fasse quelque chose d'un peu dosé. C'est-à-dire qu'il ne s'en prenne pas à la destruction de la civilisation de Cyrus le Grand dès ce soir. Mais qu'il fasse quelques destructions très significatives, très lourdes, pour montrer ce dont il est capable. Je pense qu'il y aura quand même je pense, là vous me pressez dans mes retranchements et vous m'attirez sur un terrain où je ne suis pas compétent. Mais enfin, logiquement, je pense qu'au point où il en est, il peut pas mettre le va-tout dès ce soir. En revanche, s'il n'a aucun signe positif acceptable pour lui, je pense qu'il va effectivement resserrer, passer à la vitesse supérieure ce soir et puis et repousser et puis voir si il faut effectivement s'en prendre à la civilisation iranienne dans sa réalité millénaire d'ici quelques jours seulement. Alors on en vient à cette autre information parce qu'il faut pouvoir compter sur ses amis. Dans les prochaines heures, pour faire face à l'enfer et y répondre si nécessaire, l'Iran va pouvoir compter sur la Russie. C'est une information du Jérusalem Post. Moscou aurait fourni à l'Iran une liste d'infrastructures énergétiques les plus importantes d'Israël. Claire Cambier, c'est avec vous qu'on explique tout ça à nos téléspectateurs. Claire Cambier, on parle d'une liste transmise donc par la Russie à l'Iran extrêmement précise. Oui, cette information a même été reprise par le président ukrainien lui-même. Coopération de renseignement entre Téhéran et Moscou qui est détaillée dans un rapport des services de renseignement ukrainiens. Donc on le voit, 55 cibles critiques visant des infrastructures énergétiques en Israël auraient été listées. Ce que pointe l'évaluation russe, c'est la vulnérabilité d'Israël en la matière. Pourquoi est-ce que le pays est décrit comme une île énergétique qui n'importe pas d'électricité de ses voisins, frapper des sites essentiels? Ça pourrait donc déclencher un effondrement énergétique avec des pannes de courant massives, des défaillances techniques qui seraient difficiles à gérer. Les renseignements russes citent spécifiquement la centrale électrique de Rat Rabin. Alors elle se trouve entre Tel Aviv et Haïfa. Elle est citée comme cible prioritaire. Le site, il a d'ailleurs été déjà visé fin mars, attaque qui avait échoué à l'époque. Alors il n'y a pas que des sites en Israël qui ont été fournis par les Russes. La Russie a aussi fourni beaucoup d'informations sur d'autres pays du Golfe. Oui, toujours selon ce rapport, les satellites russes, ils ont effectué des dizaines de relevés d'images détaillées de sites critiques pour guider les frappes iraniennes. Entre le 21 et le 31 mars, des relevés auraient été effectués sur 46 objets, aéroports, champs pétroliers, sites énergétiques et puis évidemment les installations militaires américaines. L'exemple le plus frappant, le voici, un satellite russe qui aurait pris des images de la base aérienne Prince Sultan en Arabie Saoudite quelques jours seulement avant que l'Iran ne frappe l'installation. C'était le 27 mars dernier et vous souvenez-vous, il y avait cet AWACS, cet avion radar très sophistiqué qui avait été détruit le lendemain. Un nouveau survol de ce site par un satellite russe, cette fois pour visualiser les dégâts. Merci beaucoup Claire Cambier. Alors, est-ce qu'il est clair pour vous tous que oui, les Iraniens, en cas d'escalade dans les prochaines heures, ne seront pas seuls et seront même peut-être en capacité de répondre, passez-moi l'expression, mais œil pour œil et dent pour dent, parce qu'ils ont à leur côté une puissance telle que la Russie? On s'aperçoit que du côté israélien, ils ont du mal à cibler des cibles précises. Ils n'ont pas réussi à toucher une infrastructure quelconque depuis le début du conflit. Il y avait une meilleure précision lorsqu'on utilisait des drones et on s'est rendu compte qu'en juin, il y avait 1000 drones qui ont été envoyés sur Israël et il y en a un qui est arrivé en Israël qui a touché Israël sur 1000 drones envoyés. Depuis le début de ce conflit, il y a eu 0 drones qui sont arrivés sur Israël. Donc, la capacité de l'Iran d'identifier et de cibler des cibles précises est très limitée. Et on voit qu'il y a un épuisement également des missiles, puisqu'au début, on était à peu près à 100 missiles par jour. Et aujourd'hui, on est à un peu moins de 10 missiles par jour. Donc, c'est une question de temps. Mais à un moment donné, on pense, et si Israël également et les États-Unis détruisent des infrastructures également énergétiques, il y aura également un impact sur la capacité
des Iraniens d'envoyer des missiles sur l'Iran, mais également sur les pays du Moyen-Orient. Alors je viens vers vous, Jean-Louis Bourlange, mais juste la question au colonel. Militairement parlant, la Russie, elle a quand même un autre front à mener, pas des moindres, parce que ça se poursuit, on en parle moins, mais en Ukraine. Mais est-ce que quand même, j'ose la question, elle pourrait d'une manière ou d'une autre être militairement, concrètement, aux côtés de l'Iran dans les prochaines heures, si l'Iran avait vraiment besoin d'aide dans les... Non, je ne crois pas du tout, parce qu'en fait, ils ont d'autres chats à fouetter, l'Ukraine, etc. Ceci étant dit, on sait que, en mer Caspienne, il y a des navires fantômes qui transportent du matériel, qui transportent des pièces de rechange et toute une série de munitions pour les Iraniens. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ils fournissent surtout du renseignement satellite, qui est fondamental. Dès lors que vous n'êtes pas précis, que vous avez des missiles à tirer, que vous n'êtes pas précis parce que les coordonnées GPS dans le missile fonctionnent pas très bien pour taper, il faut un renseignement précis. Et ça, j'imagine que les Russes donnent massivement du renseignement aux Iraniens. C'est ce que vous venez d'expliquer fort bien d'ailleurs. Merci pour Claire. Allez-y, Jean-Louis Bourlange. Oui, je crois effectivement que les Russes et les Chinois aident profondément. Les Russes sont les grands vainqueurs dans cette affaire. Ils bénéficient de tous côtés. Trump est affaibli. Les armes qui étaient destinées à l'Ukraine sont détournées vers le Moyen-Orient. Et les Russes ont intérêt à ce que ça dure un peu. Quant aux Chinois, il est clair qu'ils ont des dispositions, des bâtiments qui donnent énormément d'informations aux Iraniens. Ils ont vraiment intérêt à donner le goutte à goutte qui permet à l'Iran de survivre. Mais je voudrais dire, je suis entièrement d'accord avec ce qu'a dit M. Kukraman sur le fait de la supériorité fondamentale de Tsahal et des Américains sur le plan militaire. Je ne suis pas du tout étonné de ce que vous dites et je crois que c'est vrai, mais c'était ça l'illusion. En réalité, le problème de l'Iran n'est pas de gagner militairement. Il nous a surpris. Parce qu'il a marqué une capacité de résilience un peu plus forte qu'on ne l'escomptait, mais de toute manière, il est en situation très faible. Le but de l'Iran, c'est de survivre politiquement. C'est tout. Et quand on ne l'envahit pas, quand un pays n'est pas envahi, il survit politiquement. Je me permets de lever le doigt, il reste peu de temps, mais je voudrais quand même qu'on s'interroge sur ce qui est écrit en bas de l'écran, le spectre d'un chaos mondial. Est-ce qu'il y a plusieurs téléspectateurs, quand ils entendent Iran, toute la région dans le Golfe, les États-Unis, mais également la Russie, et puis vous nous parlez de la Chine, ils entendent mondialisation de ce chaos. Est-ce qu'il y a un spectre d'un chaos mondial ? Ou est-ce que d'ailleurs nous y sommes déjà ? Vous avez peu de temps pour la conclusion sur ce point, Jean-Louis Bourlange. Ouais, défi. Vous avez 2 heures. Je fais confiance quand même à l'administration américaine, à l'état-major américain, à l'administration, à la secrétaire générale de la Maison-Blanche, pour ramener M. Trump à plus de raison. En tant qu'Américaine, je ne suis pas du tout rassurée. Vous savez que même Pete Hegseth a limogé beaucoup de généraux, même jusqu'à chef d'état-major des armées, récemment, pendant la guerre. Pas que lui, mais visiblement une douzaine de personnes. Donc, si vous voulez, on parle de décapitation de régime en Iran, mais nous-mêmes, on est en train d'affaiblir les équipes qui doivent mener de front cette guerre. Je ne suis pas rassurée. Merci infiniment, Hélène Kuntz. Merci beaucoup à vous, Monsieur Kuckerman. Merci infiniment, Jean-Louis Bourlange, d'avoir été avec nous. Claire Cambier, merci beaucoup. Colonel Perdenon, merci encore une fois. Merci à vous de nous regarder. Vous pouvez nous écouter sur toutes les plateformes habituelles de podcast. Vous scannez, vous flashez le petit QR code en bas de l'écran et nous nous retrouvons donc. Mais là tout de suite. Je vous ai dit. Comment ? Je vous répète ce que je vous ai dit la dernière fois. C'est toujours un plaisir d'être votre invité. Oh, mais écoutez, mais je prends comme à chaque fois et je me roule dedans. Merci beaucoup, Jean-Louis Bourlange. Et donc vous pouvez nous écouter. Vous l'aurez noté.